Bonjour Adrien Bosc. Bonjour. Et merci d'être là pour ce deuxième roman. C'est peu de dire que vous étiez attendu pour ce deuxième roman. Vous le savez sans doute. Oui, pour multiples raisons, mais parce que un premier roman tel que Constellation, c'était, on en rigolait il y a quelques minutes, un malentendu heureux, mais pas un malentendu négatif, évidemment, mais je crois que le succès est toujours, ou un succès, quelque chose de l'ordre d'un malentendu. Et ce premier livre, Constellation, a eu un destin qui était hors norme. Et donc, 4 ans après, je me savais attendu, ce qui n'a pas en rien bloqué une forme d'écriture. C'était un livre qui demandait plus de temps, et ce qui explique le délai entre les deux livres. Et puis, Constellation ayant eu aussi ce destin, il a connu plusieurs traductions, et donc aussi du temps consacré à ces traductions. Alors, Constellation, c'était un livre tout petit, qui était tout petit, pas par le talent, mais par la taille, qui avait publié chez le même éditeur et qui racontait, pas le crash, mais qui racontait la vie dans le crash de l'avion qui, en 1949, avait tué aux grandes dames de beaucoup de monde, et notamment d'Édith Piaf, donc Marcel Cerdan, la violoniste Ginette Neveu et beaucoup d'autres anonymes aussi. Donc, et dans ce livre, vous arriviez et c'était votre point de force, vous arriviez à mêler toutes ces vies, les vies des anonymes, et bien sûr Piaf qui attend Cerdan, etc. Tout ça fonctionnait très bien, et encore cette fois-ci avec Capitaine, vous nous faites un récit de voyage, un récit de voyage, mais on n'est pas du tout dans le même. On n'est pas du tout dans la même ambiance, même si on est dans la même décennie, puisque Constellation, c'était en 49, et celui-là se passe en 41. Alors, Capitaine, on pourrait penser que c'est le nom d'un capitaine. Eh bien non, c'est pas du tout ça. C'est qui Capitaine? C'est quoi Capitaine? Capitaine, c'est comme Constellation, et je pourrais vous expliquer aussi pourquoi ces livres ont des similitudes et non pas des redites. Capitaine comme Constellation est le nom du moyen de transport. Le nom de Constellation était le nom de l'avion, Capitaine est celui du bateau, qui est le capitaine Paul Lemerle, un bateau qui part de Marseille un 24 mars 1941. Évidemment, on est au début de la guerre, de la partition de la France en deux, et Marseille, comme on le sait, je ne vous l'apprends pas, est à ce moment-là ce que Jean Malaquais a appelé la planète sans visa, ce moment où l'Europe entière se retrouve comme acculée au port, une dernière destination avant de trouver échappatoire ou pas dans ces bateaux ou sur les sentiers des Pyrénées, avec les destins tragiques que l'on connaît, celui de Benjamin, aussi les œuvres sauvées dans ces décombres, Hannah Arendt portant justement les manuscrits de Benjamin, et d'autres départs après les Pyrénées vers Lisbonne, mais Marseille à ce moment-là très précisément. C'est comme une espèce d'entonnoir. Exactement, comme un entonnoir. Entre novembre et mai 41, quelques bateaux vont partir. On pourra expliquer pourquoi ce qu'on a appelé la voie des Antilles se met en place à un moment où Pétain a visité la ville. C'est la fameuse visite officielle de décembre 41. On est à un moment très précis où Marseille est à la fois une sorte comme ça de grouille de toute cette Europe en fuite, exilés politiques, républicains espagnols, mais aussi intellectuels français. C'est des histoires que je n'ai sans doute pas le besoin de raconter et qui sont dans l'imaginaire collectif de la Villa Herbel qui a accueilli les surréalistes, de Varian-Fry qui a été celui qui a participé en tout cas du sauvetage de certains artistes et intellectuels ou politiciens en fuite. Et donc c'est ce maelstrom de l'histoire, ce moment de l'histoire. Quand je disais similitude mais pas redite, c'est au sens où Constellation, Capitaine s'inscrivent dans un même projet de 3 livres, dont je vois maintenant le bout, mais qui d'emblée s'était pensé comme ça, de partir de 1949 et un peu de manière à l'inverse, de redescendre en prenant cet immédiat après-guerre qui était Constellation, ce qu'on pourrait appeler un heureux hasard des airs. Pardonnez-moi parce qu'on sait que la fin est tragique, mais la réalité est qu'ils ne savent pas, ces passagers du Constellation, qu'ils vont vers cette mort, évidemment. Ils n'en ont pas la prescience.
Et surtout, ils n'en ont pas ne serait-ce que la sensation, parce que... Ils n'en ont pas l'idée. Ils n'en ont pas l'idée, parce que lorsque l'avion percute le mont Redondo aux Açores, c'est d'abord un mont que le pilote prend pour une piste d'atterrissage par un effet de réfraction des lumières, et donc sans doute aucune alerte, si vous voulez, dans l'avion avant le crash. Et ce qui les réunit en 1949, c'est avant tout ce heureux hasard des airs. On est à une période, en tout cas d'immédiat après-guerre, de félicité, d'optimisme. Cerdan en est un symbole, Ginette Neveu en est un autre, mais aussi les passagers les plus anonymes sont pleins de leurs rêves et pleins de leur espoir. Tous ont traversé la guerre. Et ce qui se passe avec Capitaine, c'est que eux, au contraire, savent très bien, enfin les 250 personnes à peu près, on ne sait pas exactement, embarquées sur ce bateau, dont Victor Serge dit que c'est un vieux rafio qui ressemble à, comment est-ce qu'il avait dit, j'avais noté la phrase. Une boîte de sardines avec un mégot collé dedans. C'est ça. Donc c'est un vieux cargo qui est reconverti en une espèce de gigantesque dortoir flottant, on pourrait dire. C'est bien ça, et à la différence donc de ce heureux hasard, on peut parler des aléas de l'agonie. Parce que les gens qui embarquent, ils savent, à la différence de Constellation, ils fuient quelque chose, ils fuient cette Europe, ils fuient le nazisme, ils fuient très clairement, pour la plupart, une mort imminente, ou pour certains, assez peu nombreux, qui sont des émigrés économiques, qui cherchent un salut pour leurs propres affaires de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, ils cherchent une terre de paix, une terre économique. Mais pour d'autres, c'est vraiment l'imminence de la mort. Lévi-Strauss, qui est donc de ces passagers, lorsqu'il décrit dans Triste Tropique le départ, parle à propos des passagers de gibier de camp de concentration. Il y a ce début de compréhension d'être un gibier de camp de concentration, puisque ceux qui sont là sont juifs, apatrides, exilés politiques. Lorsque je disais qu'entre novembre et mai 41, certains bateaux partent, c'est aussi un moment où la collaboration en France est active, mais n'est pas entrée encore dans la collaboration. Sous une forme institutionnelle. Voilà. Pas encore. Institutionnelle, si, au sens où il y a évidemment la circulaire livrée sur demande pour les exilés politiques. Il y a une liste transmise par les autorités allemandes aux autorités françaises demandant d'arrêter un certain nombre d'intellectuels, d'exilés politiques. Et du côté de Franco, le consul est venu en France pour, en tout cas, mettre en place une règle qui est l'interdiction d'exil des républicains de moins de 50 ans. Histoire que, si vous voulez, les opposants ne soient pas les plus... N'y reviennent pas. Voilà, ne s'organisent pas à l'étranger. Et donc, les autorités, à ce moment-là, très précisément, ont déjà fait ce boulot affreux de tri. On en a déjà saisi nombre. Parmi ces passagers, certains sont sur les listes. Anna Segers, l'écrivain, ou Alfred Kantorowicz, mais en réchappe pour Kantorowicz à la dernière seconde, si vous voulez, et pour Segers par chance, parce qu'elle est cherchée sous son nom d'écrivain et qu'elle circule avec son nom qui est celui de son mari. Et donc, à ce moment-là très précis, si vous voulez, qui peut paraître un peu incompréhensible, il ne s'agit pas de bateau humaniste, de sauvetage, mais bien en tout cas d'autorités françaises qui sont face à un problème de réfugiés, on pourrait dire, et qui décident de desserrer un petit peu l'étau en disant, avec vraiment des termes qu'on pourrait parfois calquer avec certains de nos termes, en tout cas, y compris dire, bon, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Et certains bateaux partent, alors on voit des échanges entre le ministre des Colonies et le ministre de l'Intérieur qui ont en tout cas un vocabulaire qui ressemble à celui souvent de l'antisémitisme avec ce champ lexical de la vermine et du rat et cette idée finalement qu'ils aillent, qu'ils partent, et si en plus ils peuvent contaminer le reste du monde, tant mieux. C'est tant mieux. Et les échanges sont assez frappants de ce point de vue-là. Je pense surtout pour les communistes, si vous voulez, c'est-à-dire les communistes, les anarchistes, les socialistes, les spartakistes qui sont sur le bateau, eh bien qu'ils aillent contaminer avec leur idéologie les États-Unis. On sait bien qu'ils seront arrêtés avant d'arriver. Que les visas ils ne les obtiennent pas. Par contre, le Mexique est une terre d'accueil, la République dominicaine, pour d'autres raisons, est une terre d'accueil.
Alors c'est vrai que dans tous ces, il y a beaucoup d'anonymes, puisque sur 250 personnes, il n'y a pas 250 membres de l'intelligentsia, des artistes et des intellectuels et des écrivains. Mais il y a tout de même Wilfredo Lam, il y a Germaine Krull, il y a Anna Seghers, j'en oublie, hein, Claude Lévi-Strauss, aidez-moi, Jacques Rémy. Il y a vraiment tout un creuset, vraiment là, très, très, très riche, et qui va petit à petit, au fur et à mesure que la traversée commence, parce qu'il y a l'embarquement. Ah oui, si, l'embarquement, je voulais parler de Simone Weil, qui est comme une vigile, qui regarde tout cet embarquement sur le quai numéro 7 et qui voit tous ces gens qui se pressent et qui veulent embarquer, et dont certains sont refoulés. Hein. Et je pense que c'est intéressant que ce soit... Enfin, elle était effectivement là, puisque Victor Serge, ah oui, j'avais oublié Victor Serge. Victor Serge, dans son journal, dira qu'il a vu Simone Weil. Et je crois que c'est important pour la suite, pour votre suite, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. On peut en parler tout à l'heure, mais et puis sans vous perdre, peut-être oui, on pourra en parler tout à l'heure. Simone Weil est effectivement comme une... je voulais ouvrir ce roman après un préambule qui est un préambule où j'apparais en tant que narrateur et la découverte même de cette histoire. Mais à partir du moment où le temps du roman se met en place, je voulais que Simone Weil soit le premier personnage qui nous amène jusqu'au bateau. Je sais qu'elle vit à ce moment-là au 8 rue des Catalans. C'est vraiment l'immeuble qui donne sur la plage des Catalans. Elle a face à elle l'île du Frioul. On sait à ce moment-là qu'elle est très proche de... en tout cas, elle collabore au Cahier du Sud. Elle échange beaucoup avec Ballard, elle écrit des articles sur l'Iliade, l'Iliade ou le poème de la force, où elle a vraiment un regard précieux sur la guerre et la comparaison à l'Iliade, un peu comme Bespalov. Enfin, il y a une sorte comme ça de cousinage, et elle s'intéresse beaucoup à la Languedoc. Et elle s'intéresse beaucoup par Ballard à la Languedoc et à la tradition occitane. Et on est à un moment très précis où je voulais la positionner d'une certaine manière. La positionner comme un regard, parce que ce livre est une succession de regards qui se passent une sorte de relais comme ça dans le livre, que celle-ci nous amène jusqu'au bateau, parce que comme vous l'avez bien dit, lorsque j'ai commencé les recherches, j'ai été surpris de trouver dans les carnets de Serge 24 mars 1941, si vous voulez, il y a une ligne avec marqué, ils sont dans le bateau, enfin, devant les grilles, Simone Weil, au loin, dans sa pèlerine Loden. Et c'était comme un signe envoyé vers l'extérieur, et sans rentrer dans les détails, je savais que mon troisième livre, la troisième traversée, était celle de Simone Weil pendant la guerre d'Espagne. Et donc j'avais envie de ce relais-là, qui ouvre, qui éclaire le livre, et qui, en tout cas, compose quelque chose d'un tableau plus général. Pour revenir au bateau, oui. Comme vous le disiez, on est sur un bateau, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est un rafio rafistolé. Il y a 2 cales, on a parqué les 250 dans ces 2 cales, certains dorment dehors. Il n'y a que 2 cabines d'équipage où on monnaie assez cher les places en cabine, ou alors par connaissance, ce qui bénéficiera à Lévi-Strauss, ouais. qui connaît l'équipage, puisqu'il est coutumier de ces traversées vers le Brésil. Et dans ce bateau, comme vous l'avez dit, une communauté, quelque chose, et c'est ça qui m'intéressait profondément, parce que je pense que le roman est le lieu de la vie, le roman en tout cas vient traduire quelque chose d'une force vitale, c'est de quelle manière, assez vite, une architecture urbaine, une architecture va se reconstituer sur le bateau. Ou se constitue immédiatement. Et à mon plus grand étonnement, si vous voulez, il y a un côté comme un plan de coupe qu'on a en tête d'un bateau, et très très vite, d'un côté du bateau, on va appeler le quartier où se réunissent les exilés politiques allemands, la Villette, un autre, Belleville, celui des nantis, des émigrés économiques qui se trouvent près du pont du Commandant, sera appelé les Champs-Élysées. Au pont supérieur, vous avez une table, et alors tous s'en étonnent en disant puisqu'il y a une table, évidemment les intellectuels se sont réunis autour, et cette table s'appellera Montparnasse. Et là s'invente très très vite ce qu'on peut appeler une université populaire. Alors ce nom de bateau a très vite changé parmi les passagers qui se sont appropriés,
de Paul Le Merle, il est devenu pauvre Merle. Victor Serge a même dit autre chose. Hein. Ah bah évidemment, vous pouvez imaginer ce qu'il dit. Et la suite est assez logique. Effectivement, de pauvre Merle, il en deviendra une pauvre merde. Et cette université populaire devient, dans les premiers jours, d'emblée, ce moment où, dans le péril, dans l'agonie, dans ce moment d'odyssée au sens le plus difficile, si vous voulez, du terme, existe et s'invente une autre Europe, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant pour nous, lecteurs, parce que pour certains d'entre nous, on met des choses sous des noms, mais pour d'autres, un peu moins, ça dépend. Hein. Et donc, c'est vrai que comme vous avez une érudition remarquable, malgré votre très jeune âge, on peut le dire, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur Wilfredo Lamm et son père. Moi, j'en ai appris en tout cas sur Germaine Krull, un peu moins sur Lévi-Strauss, parce que là, j'étais plus familière, mais pour d'autres, ce sera un autre nom. Et ça fait partie aussi des charmes du livre, c'est qu'on rentre dans ces univers-là à tour de chacun de ces intellectuels. Mais là où c'est votre grande force, c'est que c'est pas votre livre, c'est pas la discussion des intellectuels reconstitués autour d'une table. C'est en fait vous voyagez avec eux. C'est ça la force de votre style, c'est que vous voyagez avec eux, avec tous les anonymes aussi qui sont anonymes, dont évidemment ils ne sont pas mentionnés, mais ils sont là, on les sent dans le bateau, on sent la promiscuité, on sent la chaleur, on sent, puisque le bateau est d'abord en Méditerranée avant de traverser l'océan Atlantique, et à un moment ils vont se rapprocher des tropiques, ils ont très très chaud, et vous décrivez ça, alors on dirait de l'intérieur. Alors, pour vous répondre, parce que je ne peux pas laisser passer l'érudition, si vous voulez, mais sinon, pour les besoins d'un livre, pour les besoins d'un sujet, pour les besoins d'un intérêt réel pour cette traversée, en tout cas, le premier travail est un travail d'accumulation de bibliographie, de recherche, avant même que l'écriture ne commence. On le voit d'ailleurs à la fin du livre. Il y a tout un gros... Je tenais à, si vous voulez, à ne pas faire disparaître les références, à bien dire d'où s'écrit le livre. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous en faites, elles sont en italique. Hein, donc on reconnaît aisément, quand c'est Victor Serge qui parle, on sait que c'est Victor Serge, et c'est pas vous. Là, il y a deux niveaux. Mais disons, sur la connaissance intime des personnages, il s'agit d'abord d'en passer par une accumulation dont sans doute la plupart des documents répertoriés, la plupart des lectures ne rentreront pas dans le livre. Il s'agit plus à la fin, dans le moment de l'écriture, d'exclure plutôt qu'inclure, parce que sinon c'est une sorte de gros gâteau indigeste et illisible. Mais il s'agit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le lieu du roman, c'est, enfin disons, le sens du roman, c'est en tout cas, je pense, quelque chose qui a trait à la vie, qui a trait au mouvement, qui a trait à la sensation. Et si en tout cas ces personnages ne sont là que pour raconter sur la manière d'un portrait en pied, où on raconte tout le personnage, ou quand bien même effectivement de mimer de manière un peu, je trouve, paresseuse, ou de transformer ça en roman historique, dans ce que ça peut avoir aussi de pire, les dialogues entre ces personnages. Non, il s'agit surtout d'aller chercher et de les rendre là, présents, vivants. Il y a une phrase qui est dans le livre, qui est une phrase de Glissant, qui est d'Édouard Glissant à la fin du livre, et qui pour moi résume tout à fait le projet, qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et comme si vous voulez, l'orientation, ce qui nous guiderait en tant qu'historien, serait plutôt du côté, en tout cas, d'une forme de véracité, et que, en tout cas, on se planterait totalement en tant qu'écrivain si on allait chercher uniquement ça, et si on ne rendait pas vivant, en tout cas, et le vrai se trouverait plutôt là. C'est un autre régime de vérité, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire du tout trahir les événements. Il s'agit d'avoir conscience des événements, il s'agit d'avoir le squelette, le canevas parfait, si vous voulez, de cette traversée, de ce point aveugle dans l'histoire, pour pouvoir au mieux l'investir, parce qu'on connaît assez bien l'ensemble pour
pour pouvoir marcher d'un pas léger là-dedans et le Voilà, raconter. c'est ça. C'est ce mélange, je trouve, très réussi. Hein, et je crois que, en dehors de l'Express, qui a été un petit peu vilain, en tout cas, cet hommage-là vous est rendu, c'est que vous arrivez à mélanger la narration littéraire, complètement littéraire, et aussi ces sources, ces archives que vous réutilisez, que vous avez édulcorées pour qu'elles ne soient pas effectivement impensable. Et c'est cette espèce de balance comme ça entre les deux qui, moi, je trouve, fait vraiment la réussite du livre. Ce qui est, pour être plus précis, si vous voulez, sur la traversée elle-même, c'est 30 jours de traversée qui partent de Marseille et qui en vont passer, parce qu'on est à un moment très particulier de l'histoire, en Méditerranée, où on est après Mers-el-Kébir, on est dans une bataille navale, si vous voulez, entre la minorité britannique, les Anglais, et les torpilleurs allemands. Enfin, on est vraiment à un moment très particulier. Ces bateaux passent, mais sont en péril déjà. Et d'abord, c'est une sorte de cabotage qui ressemble à un jeu de cache-cache le long des côtes, d'abord espagnoles, puis du Maghreb, jusqu'à la haute mer. Et cette traversée qui est très longue, elle dure 30 jours, elle est presque celle des caravelles, si vous voulez, on peut sans en rajouter, mais on n'est pas dans une traversée habituelle. Cette traversée, il ne s'agissait pas de la raconter dans tous ses détails, il ne s'agissait pas, mais de prendre, et l'image qui s'est imposée, si vous voulez, au moment de choisir la forme, puisque chaque chapitre est une journée dans ce bateau, n'est pas de raconter la totalité de cette journée. Il s'est passé ça jusqu'à 11h30. Mais d'aller chercher un moment et de décrire au maximum cette sensation comme, et c'est l'image qui s'est imposée pour moi, comme si c'était une sorte de calendrier de l'Avent. Derrière chaque date, chaque chiffre, il y a une image, il y a un tableau, il y a un paysage, il y a un moment. Et j'aimais bien la phrase que j'ai mise en exergue du livre qui est de Benjamin, qui dit de devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un péril. Et c'était ça vraiment l'objet du livre, c'était en tout cas de devenir maître de ce souvenir. Et j'aime bien l'idée que tel qu'il brille à l'instant d'un péril, que dans le drame absolu, il y a cet éclat, qu'on n'est jamais dans cette vision un peu manichéenne d'une traversée forcément désastreuse de bout en bout. Non, c'est pas le cas. La vie est toujours plus complexe. C'est dans les guerres qu'on a des moments aussi de grande félicité. On l'a entendu de ceux qui ont réellement résisté, que c'était toujours plus complexe. La vie est jamais faite d'un bloc. Et donc, si vous voulez, cette traversée était un prétexte assez inouï pour raconter ça. Ça n'était pas qu'une galère. Non. Alors, il y a donc tous ces gens qui ont suivi, qui fuient l'Europe, hein, qui fuient le nazisme, et qui essayent de trouver une terre d'asile, si possible, aux États-Unis ou au Mexique. Mais tout de même, la France de Vichy, elle est quand même là, avec le capitaine du navire. Il est terrifiant, ce capitaine. Hein. Il est une espèce de contrepoint à tous ces gens qui veulent partir. Je ne sais pas s'il est si terrifiant que ça. Je pense qu'il il fait partie, voilà, de toute une population assez majoritaire, et on le sait, qui a été dans une forme de collaboration d'abord acceptée, qui, il faut bien l'entendre, est dans la marine. Et d'abord, la détestation absolue après Mers-el-Kébir, c'est d'abord l'anglais, d'abord. Et ensuite, qu'il participe d'une détestation de son équipage, de sa cargaison. De sa cargaison. Ça, c'est une autre affaire, et ça, c'est son idéologie. Mais si vous voulez, oui, évidemment, on pourrait le voir comme détestable, mais il est assez le fruit de son époque. Et il est sur ce bateau aussi humain, trop humain que d'autres. Il est un personnage parmi d'autres, il n'est pas si important, si vous voulez. Simplement, il considère cette cargaison effectivement comme des pestiférés, comme une racaille, et d'abord voit dans cette cargaison, et il faut le savoir, il a une double mission. Ce bateau part aussi parce qu'une cargaison suspecte se trouve à l'intérieur, des filets anti-sous-marins, des mines anti-sous-marins qui sont cachés dans les cales du bateau, et il s'agit presque d'un bouclier humain, cette cargaison, d'abord. Et donc, si vous voulez, il a cette mission-là, son équipage
méprisent tout autant ses passagers, mais peu à peu, je ne dirais pas qu'ils fraternisent, mais comme je le disais tout à l'heure, rien n'est fait d'un bloc. Oui, il y a une espèce de modus. Lorsqu'ils passent la ligne des tropiques, ils se retrouvent, comme toute autre traversée transatlantique, à célébrer ce qu'on appelait le passage de la ligne, qui était une tradition. Lorsqu'on passait pour la première fois la ligne, en tout cas lorsque les passagers, pour certains, passaient pour la première fois la ligne, ils étaient baptisés dans une sorte de fête un peu dionysiaque où Neptune baptisait les premiers à passer. Et se transforme en une sorte de fête absurde, assez belle, sur le pont du bateau, auquel participe évidemment le capitaine. Mais vous parliez de Vichy. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, aussi dans ces zones d'ombre, dans ce qu'elle a de méconnu, la cargaison suspecte est une forme de zone d'ombre, dans ce point aveugle, c'est que tous les passagers se savent, si vous voulez, échapper d'une mort imminente, mais aussi ils ne parient pas tant que ça dans le salut que représentent les Antilles. D'abord, ils vont aux Antilles parce que c'est le meilleur moyen de ne pas d'aller vers les Amériques sans changer de visa, sans avoir besoin d'un visa de transit. Vous restez sur le territoire français. Et lorsqu'ils arrivent en Martinique, ce qu'ils découvrent, c'est une forme décuplée, si vous voulez, de la France de Vichy qu'ils ont connue. C'est un Vichy sous les tropiques, qui là était un épisode que je souhaitais raconter. Voilà, et qui là, effectivement, et ils avaient tous envie de, au lieu de crier terre, ils criaient un bain, parce qu'ils avaient tous envie de se laver, parce que la promiscuité sur un bateau comme ça qui n'est pas fait pour transporter tout ce monde, la promiscuité, c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, Lévi-Strauss, il en parlera dans d'autres livres, en Triste Tropique en particulier, il en parle, c'est savoureux. Hein. Cette façon qu'il a de dire les choses sans les dire, c'est assez drôle. Les pages de Triste Tropique sur la traversée sont vraiment délicieuses parce qu'il faut bien se dire que c'est un Lévi-Strauss qui n'est pas celui que l'on connaît, celui que l'on a eu l'habitude de lire. Il est d'ailleurs celui qui est raconté dans Triste Tropique en partie, puisqu'il fait de cette traversée une sorte de changement de paradigme, de passage d'un siècle à un autre, comme si cette traversée marquait la fin d'une époque. Et l'époque qui précède pour lui, c'est celle des premières traversées vers le Brésil et des découvertes, lorsqu'il était enseignant à Sao Paulo, des tribus des hauts plateaux, donc des Nambiquara et des Bororo. Et à ce moment-là, c'est pas le Lévi-Strauss, quand je disais c'est pas Lévi-Strauss, c'est un jeune Lévi-Strauss. C'est un Lévi-Strauss qui est revenu quelques années avant à Paris, qui prépare sa thèse, c'est-à-dire ce qui va devenir les structures élémentaires de la parenté, qui a très peur que ces documents se perdent, qui a très peur que toutes ces notes soient détruites. Lorsqu'il revient à Paris, c'est d'abord pour, si vous voulez, déballer ses collections au Musée de l'Homme. Et c'est un homme qui vient de divorcer, c'est un homme qui essaye d'écrire un livre, mais je ne parle pas de la thèse, il a l'ambition d'écrire un roman. C'est quelqu'un qui a dans sa sacoche quelques feuillets qui s'appellent Triste Tropique, mais qui ne sont pas le Triste Tropique que l'on connaît. C'est une tentative de roman. Et c'est ça qui m'intéressait à travers Lévi-Strauss. Et comme vous l'avez bien dit, les pages sont savoureuses parce que lorsqu'il le raconte, ça n'est jamais dans la gravité absolue, mais il va dire, et je pense que c'est dans une forme d'outrance, qu'effectivement, les femmes, en tout cas les femmes et certains hommes qui étaient dans le bateau, que d'ailleurs des amourettes sont nées dans la promiscuité, dont lui-même a eu quelques relations, s'écrit voyant la terre martiniquaise en vue, non pas terre à vue, mais un bain. Et ils n'ont pas du tout eu de bain. Parce que ils n'ont pas eu de bain. L'accueil a été vraiment... En fait, comme effectivement, lui, il parlait de gibier, de camps de concentration, et effectivement, c'est ce qu'ils sont, puisqu'ils finissent par être parqués par une administration coloniale vraiment qui n'a rien à faire, qui est un peu inactive et qui a pu épouser, je dirais à 150% les thèses de Vichy. C'est très particulier, Vichy sous les tropiques, et c'est ce que permet de raconter, je pense, le roman, c'est qu'arrivé en Martinique, ils se considèrent effectivement comme ce gibier-là, mais ce qu'ils ne supposent pas, c'est qu'ils vont dans la gueule du loup, si on doit rester dans la métaphore animale, et ils ne découvrent même pas la Martinique, puisqu'ils arrivent en rade de Fort-de-France,
et il ne débarque pas à Fort-de-France, le bateau ne va pas vers les quais habituels, mais tout de suite une vedette de la sûreté rejoint le bateau. Cette vedette, parmi les soldats se trouve un lieutenant qui est le lieutenant Castin et qui s'avère effectivement une sorte de caricature d'un soldat qu'on pourrait dire chauffé à blanc, c'est la manière qu'a de décrire Lévi-Strauss, disant loin des combats. Ils ont aussi fantasmé des combats qu'ils n'ont pas livrés et se vengent sur cette cargaison qui afflue, puisque tous les 3-4 jours, un autre bateau arrive et parque dans différents lieux ces réfugiés. Et donc, parmi ces lieux, puisqu'il y en aura un autre, qui est le camp de Balata, qui se trouve dans les hauteurs de Fort-de-France, ces 250 passagers ne vont pas débarquer à Fort-de-France, mais vont être tout de suite transférés dans une ancienne léproserie en face de Fort-de-France, aux Trois-Îlets, qui s'appelle le camp de la Pointe du Bout, qui est un lazaret. Un lazaret où se trouvent déjà des soldats polonais assignés dans le lazaret et d'autres exilés qui ont connu le même sort, croyant arriver dans une terre d'accueil. Ils voient en tout cas une terre plus hostile encore. Pourquoi plus hostile? On pourrait dire parce que c'est un moment très particulier de l'histoire. D'abord, Vichy sous les tropiques, c'est un point, si vous voulez, c'est un point stratégique. L'armée américaine, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Ils entrent en décembre 1941 à Pearl Harbor et ils sont dans une position qu'on a dite isolationniste. Et donc la région qui est gouvernée par l'amiral Robert négocie directement avec les Américains, avec les Anglais, et tient une position d'ailleurs assez habile avec les Américains, mais aussi en donnant des gages à la métropole. Et donc c'est une position un peu compliquée. Il y a aussi le fait qu'une partie de l'or de la Banque de France a été transférée en Martinique, mais comme dans d'autres colonies, et là il est coincé dans les mornes cachées. Donc il y a ce côté un peu explosif de l'or de la Banque de France et tout le fantasme qui va avec. Aussi d'une armée démobilisée, des bâtiments de guerre qui se trouvent comme ça coincés en rade, entourés par les bâtiments américains. Et dans ce cocktail, vous avez la Révolution nationale de Vichy qui débarque à travers les lieutenants démobilisés qui sont là, mobilisés si vous voulez, et l'idéologie Becquet qui voit en tout cas les propriétaires terriens une manière peut-être pas consciente, mais en tout cas voit que la Révolution nationale est peut-être le meilleur moyen de réinstaurer, en tout cas plus durement, une suprématie blanche, là où on destitue des mers noires qui avaient été élus avant-guerre, là où certains procès iniques ont lieu au début de la guerre, et il débarque donc dans cette situation où, pour l'instant, la résistance ne dit pas vraiment son nom, d'ailleurs elle s'appelle dissidence, et elle est assez faible, mais s'organise peu à peu, et s'organise, en tout cas je trouve d'une manière étonnante, puisqu'elle s'organise aussi à travers la poésie. Voilà, c'était là où je voulais en arriver là, avec Aimé Césaire et sa femme, que Lévi-Strauss, qui décidément, il a eu beaucoup de privilèges pendant cette traversée. Hein. Il a réussi à dormir dans la cabine du capitaine, il a réussi à sortir à chaque fois qu'il le souhaitait, il n'est pas enfermé au lazaret, il arrive à partir. C'est un gros privilégié, mais bon, à cause de tous ces voyages précédents. Et au milieu de toute cette ambiance là vraiment délétère et vraiment une ambiance de prison que connaissent les autres voyageurs, il y a cette espèce de lumière, je trouve, que vous dites très bien, avec Aimé Césaire et sa femme. Et il y a quelque chose qui se reconstitue là d'une résistance, très clairement, puisqu'après ils vont l'écrire, hein, mais tout ça nimbé de poésie et de littérature. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça. Pour revenir un instant sur Lévi-Strauss, qui est ce que je souhaitais montrer à travers la description que je fais de Lévi-Strauss dans le livre, il ne s'agit pas d'être anachronique et de raconter le Lévi-Strauss qu'on connaît, il s'agit vraiment de retomber et de côtoyer le Lévi-Strauss de cette époque. Si vous voulez, il y a deux personnages, il y a deux hommes louches sur ce bateau, on pourrait dire. Il y en a vraiment deux qui sont très louches, et Lévi-Strauss en fait partie. Et je ne suis pas là pour dire que Lévi-Strauss a eu un... Je sais très bien que c'est, si vous voulez, il est louche par maladresse, là où il y en a un qui est louche, et on a de vraies raisons
de se demander quel est son statut, s'il est agent double, tout. C'est un homme qui s'appelle Smadja, c'est un Smadja qu'on connaît, puisque c'est celui qui enfin on le connaît quand on a lu sur cette période-là, qui a racheté Combat après-guerre, enfin, qui est un peu affairiste, qui avait des journaux en Tunisie, enfin. Et là où je dis que c'est un homme louche, et là où on peut vraiment... c'est que ce Smadja passe d'un pont à l'autre, débarque comme il veut sans passeport. Effectivement, lui aussi se trouve dans l'une des cabines. Et Victor Serge et Lévi-Strauss en attestent, dit avoir dans sa valise, et le montre, soit un Manet, soit un Degas. Par contre, ils ne sont pas d'accord sur le tableau. Et donc, trimballe ça entre deux chemises. Là où je dis que Lévi-Strauss, et c'est ça que je souhaitais décrire, c'était créer presque se dire, mais si vous ne connaissez pas Lévi-Strauss, puisqu'il ne s'agit pas de Lévi-Strauss, quand on dit le mot de Lévi-Strauss, c'est presque, si vous voulez, c'est comme pas un sacralisé. totem. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est un anonyme. Et donc, si vous ne connaissez pas cet anonyme sur ce bateau, que vous le voyez d'abord entrer assez facilement dans le bateau et avoir une place parmi les cabines, dans la cabine, puis vous intéressez, c'est une sorte un peu une barbe informe, et cet homme-là, à la tête plongée dans ses livres, dont certains sont en allemand, tape sur une machine qui elle-même est allemande, qui est en fait le pur hasard. Il a acheté cette machine à Sao Paulo, il se trouve qu'il y avait une machine allemande, mais on peut se questionner sur cet homme qui a toujours ses facilités, mais en fait qui à chaque fois s'expliquent. Il connaît les membres d'équipage, si vous voulez, il y a une sorte de hasard heureux pour lui qui lui permet de se faufiler comme ça pendant la guerre et atteindre jusqu'aux Amériques, mais jusqu'à Porto Rico. Le hasard va l'aider. Une succession de hasards heureux, voilà, en ce qui le concerne. Et donc, pour revenir à la Martinique, lorsqu'ils débarquent en Martinique, ils sont parqués dans le lazaret un certain temps. Et puis, ce ne sont pas, si vous voulez, l'humanisme, les lois de l'humanisme qui vont l'emporter pour les libérer, mais c'est plutôt les lois du commerce. Ce sont les commerçants de l'île qui se plaignent auprès des autorités qu'on ne profite pas de cette manne financière de ces passagers parqués là, qui pourraient très bien se balader dans Fort-de-France, dépenser un peu d'argent. Dépenser un peu d'argent. Et donc se plaignent auprès du gouverneur, qui finit par leur donner raison, et on libère, en tout cas, on les libère pour la journée, ils doivent revenir au lazaret le soir venu. Et Breton, parmi ses courses, parmi la liste qu'il a établie, sa petite fille Aube, qui est encore vivante, Aube Breton, lui demande un ruban bleu pour ses cheveux. Et donc, il se met en quête de ce ruban bleu, et dans une mercerie de Fort-de-France, il tombe, en tout cas, il trouve ce tissu, et en même temps, il tombe sur un paquet de livres, revues, qui portent le nom Tropique. Et sans doute, lorsqu'il se penche sur ces revues, il a d'abord un peu de dédain pour une revue qu'il considère comme régionaliste, un peu folkloriste. Et puis les premières lignes qu'il lit sont frappantes, sonnent justes, et disent « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». Et ce sont trois jeunes professeurs. Parmi eux, il y a Aimé Césaire, il y a Suzanne Césaire, sa femme, et il y a René Ménil. Et sorte de cri comme ça dans l'ombre. C'est bien cette idée qu'une ombre s'abat sur le monde, on le sait, c'est une métaphore qu'on retrouve chez René Char avec les feuillets d'hypnose, et que certains éclats, tout à l'heure je disais l'instant d'un péril, l'éclat dans l'instant d'un péril, là aussi il y a dans ces rencontres comme des silex, une sorte de feu qui naît à certains endroits, et cette rencontre va être absolument stupéfiante puisqu'il rencontre là aussi un Aimé Césaire qui n'est pas encore le Césaire qu'on connaîtra plus tard, mais qui est celui d'un professeur qui, après avoir écrit et publié presque à compte d'auteur le cahier d'un retour au pays natal, vit en Martinique, enseigne au lycée Schœlcher, dans les hauteurs de Fort-de-France, avec sa femme, avec Ménil. A parmi ses élèves, quelques jeunes gamins, dont un qui s'appelle Franz Fanon, un autre qui s'appelle Édouard Glissant, et qui baignent tous dans cet univers. Et eux ont comme idée, si vous voulez, de dissidence, de créer cette revue, effectivement, qui prend les habits du folklore, les habits du régionalisme, pour mieux passer en douce de la dissidence, pour mieux passer en douce, dynamiter, si vous voulez,
ce que justement la Révolution nationale attendait, le retour à la terre, le retour au folklore. Et là, il glissait de la contrebande, et la contrebande passe par la poésie. La contrebande d'idées. Exactement. Et Breton ne s'y trompe pas lorsqu'il le lit. Il comprend tout à fait qu'effectivement, ils sont assez malins pour user de cet artifice. Et il va les rencontrer, et c'est cette rencontre qui est, en tout cas, je pense pour l'histoire intellectuelle, une rencontre vraiment très importante dans l'histoire des idées, puisque Breton fera connaître Césaire, le fera publier vraiment à l'étranger, mais aussi Lame, dont vous parliez tout à l'heure, Wilfredo Lame, le peintre, va rencontrer Césaire, et il y aura un dialogue important qui se clôt, si vous voulez, dans ce livre par une ballade qui sera comme... j'ai cette formule, et vous savez, il y a cette idée que César, il y a un avant et un après quand il a traversé le Rubicon. Et bien de la même manière, pour tous ces passagers, en tout cas ceux qui ont participé de cette balade, il y a une balade dans la jungle martiniquaise et dans un endroit qui s'appelle le gouffre d'Absalon. Et tous, ça va être une sorte de creuset d'idées, de sensations, et tous vont en retirer quelque chose pour leur art ou pour leurs idées. C'est assez spectaculaire. On a l'impression qu'effectivement, ils ne traversent pas le Rubicon, mais ils s'engouffrent dans Absalon, et qu'après cette balade, chacun aura trouvé une solution presque à son art. C'est le cas pour vraiment Lame, qui fait sa peinture la plus importante, qui est la jungle, qui est une des pièces les plus remarquables du MoMA, qui est vraiment une des grandes pièces du XXe siècle. Et Breton écrira sur un livre qui s'appelle Martinique charmeuse de serpents. Et Césaire lui-même reviendra souvent sur cette balade. Et donc, c'était de raconter à travers cette traversée aussi de quelle manière ces autorités qui ont essayé au maximum cette politique, ce monde fou qui a essayé à un moment de détruire cette culture, cette vie-là, je ne dirais pas la mieux rapprocher, mais à créer quelque chose comme les conditions, en tout cas, d'une rencontre. Qu'autre chose advienne. Alors évidemment, on ne peut pas, ne pas, en tout cas nous lecteurs, c'est clair qu'on y pense, à l'Aquarius, pour des choses très récentes. Ça se sent pas du tout dans la manière que vous avez d'écrire, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a des références, mais nous lecteurs on se sent forcément questionnés par ça. Je pense pas être la seule avec cette Méditerranée où ces immigrés n'arrivent pas à arriver. Donc forcément ça entre en résonance. Ça ne peut pas être autrement. Mais et c'est ainsi, c'est l'actualité triste, mais en tout cas, ça ne se sent pas, on n'a pas le sentiment que c'était quelque chose que vous aviez envie, enfin en tout cas, c'est pas dans votre écriture. Nous, lecteurs, forcément, on y pense, mais vous, à aucun moment... Il n'y a jamais de raccourci comme ça, un peu facile et démagogique avec l'actualité. Ah non, surtout pas, et je pense que... Et aussi pour une raison très simple, c'est que je ne crois pas que cette comparaison soit judicieuse. En fait, je ne crois pas que cette comparaison permette. Non, mais ça évoque. Je conteste pas que ça évoque, et je vais vous dire pourquoi. Pour d'autres raisons, il s'agit effectivement peut-être de lire ce livre de cette manière-là, mais en tout cas, la comparaison pure de l'un à l'autre, elle ne permet pas de penser notre présent. Elle nous dédouane en partie, d'ailleurs, bizarrement de notre présent. Et je pense que ce que j'avais à cœur peut-être de raconter dans le livre, à travers des moments, justement, des sensations, ce qui est de quelle manière, qu'est-ce que c'est de vivre l'exil, ça, si vous voulez, c'est intemporel. C'est de l'ordre, si on doit reprendre le vocabulaire de Lévi-Strauss, c'est un invariant d'une société. Qu'est-ce que c'est le sens de l'exil? Qu'est-ce que c'est le sens de l'hospitalité? Ça, il n'y a pas besoin de coller à l'Aquarius pour se dire effectivement que dans ce livre, ce qui m'a intéressé, c'est que les réfugiés, par exemple, ça c'est un point très précis, les réfugiés allemands, quand ils sont à Paris, parce que c'est leur premier exil, d'abord Paris, ont une obsession de la manière dont on les nomme. La question revient, et Hannah Arendt écrit un texte qui dit « Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés ». Et tout un texte qui suit, et qui dit donc qu'est-ce que c'est d'enfermer dans une dénomination. Et ce qui est assez beau, je trouve, c'est qu'entre eux, ils finissent par s'appeler émigrés, mais aussi parce qu'ils trouvent le terme chez Victor Hugo. Et ils se réfèrent, eux, à un autre passé,
qui est notre passé à nous, le passé de l'exil d'Hugo, et il déclare Hugo comme il fond d'Hugo un phare dans la nuit et donne à Hugo le nom de grand émigrant. Et de la même manière, on peut effectivement, quand on ne comprend pas notre présent, se tourner vers le passé. Et effectivement, ces exilés amants nous apprennent quelque chose. En tout cas, le texte d'Arendt nous apprend quelque chose de la manière que nous avons de nommer celui qui arrive. Ça, je pense que c'est le sentiment de l'exil. C'est ce que je souhaitais raconter. Si vous voulez, une autre chose, un autre point qui me paraissait saillant, c'était qu'est-ce qu'on prend dans l'instant quand on doit partir du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est? Et ça, le personnage d'Anna Seghers, c'était pour moi un personnage qui pouvait raconter ça. Parce que du jour au lendemain, avec l'Exode, elle doit partir. Et qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce qu'on prend dans l'instant? Est-ce que c'est forcément quelque chose de précieux? On sait que non. Ça peut être une petite chose. Mais ce qui m'intéressait, c'était de questionner là. Et oui, l'écho avec l'actualité, si vous voulez, il peut être, en tout cas, et c'est ce que peut proposer le roman, d'une forme d'empathie sur, en tout cas, d'essayer de comprendre au mieux ce que signifie l'exil, ce que signifie aussi l'accueil et à l'inverse la violence qui a été celle de la Sûreté Générale en Martinique ou alors dans tous les autres ports, puisque... certains n'étaient pas autorisés à descendre. Voilà, et puis cette odyssée qui ne dit pas son nom, elle est longue à se terminer. Après la Martinique, c'est d'autres bateaux qui partent, et c'est de refus en refus, jusqu'à, soit pour certains d'arriver jusqu'à Ellis Island, soit au Mexique, soit à la République dominicaine. Et donc c'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce très gros livre qui est très dense, dans lequel il y a beaucoup de choses, dans lequel on ne s'ennuie pas une minute. En tout cas, c'était mon cas. Et alors, ce que vous dites au début du livre, alors je vais vous citer sans dire de bêtises, c'est à propos de... Alors là, vous dites... Peu importe, ça c'est à la fin du livre, peu importe le voyage, seul compte le récit qui en est fait. Et je pense qu'effectivement, une fois qu'on a lu ce livre, on ne peut que souscrire. Hein. Et vous dites aussi, alors c'est un peu en contradiction, mais en fait non, c'est ce que vous dites à propos des oiseaux voyageurs, des ananas. Vous rappelez? Oui. Alors. En fait, c'est tout simplement, il y a vous verrez dans le livre, le préambule est celui donc du narrateur, de celui qui enquête. Non, mais je crois que ça marche. Il se trouve qu'un ami, et je souhaitais le remettre, m'avait fait un peu comme une blague de me dire en fin de soirée une citation. Je ne savais pas que c'était une citation. En fait, tout simplement, je me suis dit, c'est un propos d'ivrogne. Et puis il me dit, pardon. Bon, je vais le retrouver. Moi aussi. Moi, je vais je la connais. Hop. Nous saurons connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs. Et je m'étais dit, et ce copain a des saillies comme ça, il essaye de me passer quelque chose, voilà, comme un message. Et en fait, des années après, je tombe sur cette phrase et j'essaye de remettre la découverte au fur et à mesure. Je vais assister à une pièce de théâtre, qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre, et dont le titre, en haut, il y a marqué « Nous saurons connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs ». Et alors je m'étonne, je me dis, je lis dans le programme que évidemment elle n'est pas de lui. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était de lui. Et en fait, elle est pas évidemment, mais elle est de Leibniz. Et elle dit quelque chose de très juste à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette phrase m'était restée. Elle est d'abord dans sa première traduction, c'est « Nous saurions connaître le goût de l'ananas par la relation des voyageurs », ce qui est la même chose, mais qui dit donc l'incapacité intrinsèque à un moment d'échanges et de premiers échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud, l'Amérique, et de transporter, ne serait-ce que jusqu'à ces fruits de l'autre côté de l'Atlantique, de transmettre par les écrits ce que peut être la sensation. Et j'ai pris cette phrase-là pour me dire, et elle a son importance en préambule, pour dire à la fin du préambule, peut-être que c'est ça le roman, peut-être que c'est ça la mémoire. En tout cas, le roman, ce qu'il a de vivant, c'est ce que je disais, peut atteindre à cette forme de sensation. Et c'est la différence avec le récit de voyageur, la relation de voyageur.
et que peut-être, c'est ce que je dis, et alors il faut à la fin de la lecture se demander si ça a été le cas. Je dis peut-être qu'à la fin du voyage, on aura en bouche le goût de l'ananas et un peu du mal de terre. Voilà, c'est cette idée que, en tout cas, l'écriture peut essayer d'aller chercher, en tout cas, le côté infirme qu'on a à pouvoir transmettre cette sensation, à la transmettre par cette grosse machinerie qu'est le roman, parce que c'est aussi une traversée, un roman, et à la fin, on en sort épuisé, heureux, soulagé, que sais-je, mais en tout cas, on en sort peut-être parfois avec... comme si on l'avait en partie vécu. Absolument, c'est ça votre point fort. Moi, je peux vous dire qu'en tant que lectrice, on en sort avec cette sensation de ce qu'est l'exil, de ce qu'a été la promiscuité. On en sort en sachant beaucoup plus de choses sur tous ces intellectuels que je connaissais un petit peu, mais pas aussi bien que vous. Et donc, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et vraiment, c'est un très bon moment de lecture. On ne peut pas le lire d'un bout à l'autre parce que c'est dense. Donc, moi, je m'y suis... Mais vraiment, un très grand plaisir de lecture. Et cette sensation de l'exil, vraiment, vous avez tout à fait réussi, je trouve, à la restituer avec votre roman. Merci à vous. Merci.